Can you talk to the guy to go sit down? Yeah. It's too much cameras, man. Can you talk to the guy to go sit down? No, you have to take it from here. Just your issue is. Yeah, yeah. Mais je viens. Ouais, c'est ça qu'en fait, je pense que ça obstrue la vue du public. Ne vous en faites pas. Commencez. D'accord. Ok. Drama. Drama. Can you ask them to sit down? No, it's not that. That's how it is? Yeah. Ok. I wait for the last group to get here. Alright, do your thing, man. Okay. Good luck. Thanks. C'est bon. Merci, Dorothée. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je commencerai d'abord par vous remercier pour votre présence ici, l'intérêt que vous portez à notre projet, c'est-à-dire le lancement des activités de la société High-Tech Institute of Africa. Je sais avec ce soleil, ce temps, mobiliser son temps pour venir assister à un projet qui n'est pas forcément le vôtre. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci à vous, Anche Anbaraji. Donc aujourd'hui, la présentation va se dérouler à peu près 30 minutes. Je vais présenter ces 4 points avec Muammar Mohamed. Et puis les 15 dernières minutes, on va passer à une démonstration sur le sujet principal qui est la cybersécurité, la cybercriminalité et la protection des données. De quoi s'agit-il? Lors du premier point, on va présenter la société, la vocation, comment on s'est rencontrés, le but sociétal visé par nous trois, mes trois associés, les formateurs, le comment, le pourquoi de la société. Dans un deuxième point, je présenterai notre vision de manière séquentielle, c'est-à-dire une vision à court terme, une vision à moyen terme, c'est-à-dire entre 2 ou 3 ans, et puis une vision stratégique sur 5 ans. Le troisième point, je passerai principalement la parole à Muammar Mohamed pour entrer dans le détail de nos activités. Le quatrième point, on va faire une démonstration en temps réel sur les attaques possibles sur un système informatique, le cracking des mots de passe, rentrer dans une session Windows en 5 minutes, l'attaque par force brute et tous les éléments qui tournent autour de la cybercriminalité. Maintenant, principalement, pourquoi ce sujet? Aujourd'hui, avec tout ce qui est globalisation et Internet, ce n'est pas parce que tu es au Mali ou en France ou aux États-Unis que tu es préservé des attaques possibles. Une fois qu'un périphérique, un ordinateur ou un téléphone est connecté à Internet, tu deviens une cible potentielle d'une attaque pouvant potentiellement venir de n'importe où dans le monde. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est de prendre des jeunes qui ont un niveau minimum bac, de les inculquer le prérequis nécessaire des fondamentaux des systèmes informatiques et de parachever cette formation-là en les donnant les outils nécessaires à la cybersécurité, la protection des données des systèmes informatiques. Maintenant, comment on s'est connu et comment la société elle est structurée? On a un directeur général en la personne de Abdourahmane Sibi qui s'occupe de tout ce qui est partie administrative, communication, marketing. Moi, je m'occupe de la partie technique. Je suis...
Donc moi, je suis Souleymane Diallo, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie informatique que j'ai eu à Alger, un master en maths et économie que j'ai eu à l'Université de La Rochelle. J'ai travaillé pendant 10 ans en France et en Europe de manière générale dans la gestion de projets, analyse des besoins utilisateurs, développement des logiciels et sécurisation des systèmes, plutôt dans le domaine étatique, bancaire, télécommunications. Et puis depuis les 6 dernières années en Suisse, avec souvent du travail sous-traité en Inde, aux États-Unis, puis à travers le monde. Et puis j'assure la synchronisation des développements, l'intégration et puis le déploiement sur différents sites dispersés à travers le monde. Et donc le but visé in fine, ce n'est pas en réalité le développement, c'est la fiabilité du code développé et s'assurer que le produit qu'on est en train d'utiliser, les données qu'on est en train de manipuler sont sécurisées et sont accessibles uniquement par les personnes qui ont droit. Ça fait que la sécurité va tourner autour de 3 points. Le C, le I et le A. Le C, c'est la confidentialité. Seule la personne qui a droit à l'information doit avoir l'information et il ne doit voir que l'information dont il a besoin. C'est-à-dire que le directeur ne doit voir que les informations indispensables à sa gestion. Le comptable ne doit voir que les informations indispensables à son travail. Donc, on doit rester dans un périmètre restreint afin d'éviter un certain nombre de choses qu'on va présenter après. Le I pour l'intégrité de l'information, c'est-à-dire l'information qui est affichée à l'utilisateur ou qui est manipulée, doit être intègre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été altéré au cours du transport. Je veux donner un ordre, par exemple pour un régiment militaire. Je veux m'assurer que quelqu'un n'a pas intercepté l'information lors de sa transmission en altérant l'information, c'est-à-dire en modifiant le message. Donc la personne à qui l'information est destinée au moment où l'information tombe dans sa main, il doit être intègre complet. Et là, il y a un type d'attaque qu'on appelle the man of the middle, où la personne intercepte un message lors de la transmission au réseau, altère le message et délivre un message qui n'est pas intègre. Le dernier point, le A, availability, la disponibilité de l'information au moment où la personne a besoin, c'est-à-dire éviter les attaques qu'on appelle par exemple denied access au service, c'est balancer des milliards de requêtes à un site web de telle sorte que le site web soit incapable de répondre dans un intervalle de temps adéquat parce qu'il reçoit des milliards de connexions à la seconde, donc il ne peut pas servir les utilisateurs. Si je suis un vendeur sur Internet, je peux attaquer mon concurrent en denied access of service où je lui balance des milliards de requêtes ou en distributed denied access of service où je peux détourner des caméras ou d'autres ordinateurs où il reçoit de milliards d'ordinateurs, des milliards de connexions simultanées pour mettre son site inopérant. Donc, le C, confidentiality, integrity and availability. Confidentialité, intégrité de l'information et disponibilité de l'information. Donc, ces points-là, on va les développer par la suite et mettre une bijection entre les réalités du marché malien, les besoins des entreprises et la formation des jeunes. Et on démontrera par la suite jusqu'où notre projet peut contribuer à donner des compétences aux jeunes niveau bac pour les donner un bagage pragmatique les permettant d'opérer immédiatement sur le marché de l'emploi, en l'occurrence à la cybersécurité. Je vais laisser la parole à Mouammar Mohamed pour s'introduire. Je m'appelle Mouammar Mohamed Touré. Je suis un fruit typique de l'école malienne. J'ai fait le lycée de Gao après une maîtrise en mathématiques appliquées à la FAST. Après, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique. Après, un doctorat en analyse des données. Je travaille pour la même compagnie pendant 10 ans. Ils m'ont embauché depuis l'université, je n'ai pas quitté là-bas. Et après ça, je fais beaucoup de consulting pour les Nations Unies, beaucoup de banques
sur place là-bas, aux États-Unis. Le cadre de mon travail, c'est vraiment l'informatique, quoi, comme Suleiman l'a dit. D'abord, je veux que vous remerciez Draman Sibi. Ce projet ne sera pas sur place sans son leadership, sans sa motivation de pouvoir créer quelque chose ici. Et nous sommes venus pour l'épauler et nous amener avec lui pour qu'on puisse l'aider dans ce projet-là ensemble. Donc il faut le remercier. Notre objectif, c'est vraiment amener la connaissance que le Mali nous a donnée, parce qu'après tout, on va à l'extérieur, Suleiman à Vienne, moi aux États-Unis, la connaissance que les Blancs sont en train de nous prendre, d'utiliser à nous, c'est le Mali qui nous a donné ça. Et moi, je veux que chacun d'entre vous soit très fier, parce que nous sommes très fiers d'être Maliens. Avoir la chance de ramener cette connaissance-là et aider les jeunes du Mali, c'est une fierté pour nous aussi. C'est dans ce cadre-là que nous avons initié ce projet, High Tech Institute of Africa. Il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup d'écoles d'informatique sur place, ici au Mali. Ce qui nous différencie, ce qu'on veut vraiment créer, qui est différent de ce que les autres font, c'est donner une formation pratique, très pratique, dans le sens où ce que nous, on vous apprend, les candidats qui vont s'inscrire dans notre école, ce qu'on va les apprendre, c'est la même chose qu'ils vont utiliser quand ils vont travailler, quoi. Si, de l'école au travail, c'est la même connaissance. Ça commence avec l'ordinateur de base, quoi, le hardware, le matériel, et puis le software, la configuration, les réseaux, jusqu'à la cybersécurité, comme Suleiman a dit. C'est ce qu'on veut amener, quoi, pour que les jeunes qui quittent notre école soient équipés de cette connaissance dont ils ont besoin pour faire le travail sur place. On n'est pas seulement limité qu'aux étudiants, on va travailler avec les entreprises qui veulent former leurs agents, leurs employés. S'ils ont des employés qui veulent les former. Suleiman a mentionné tantôt que vous soyez aux États-Unis, au Mali, en France, personne n'est immune. Tout le monde est vulnérable. Dans chacun de votre poche, vous avez un petit ordinateur. Vous avez un ordinateur dans votre poche. Ça, c'est un ordinateur. Tant que c'est connecté sur Internet, c'est vulnérable. Comment sécuriser ça? Comment sécuriser vos données? La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données. C'est ça notre objectif, quoi. Sécuriser ça, aider les gens à comprendre les dangers, quoi. Tout le monde est connecté sur social media. Social media, c'est les médias sociaux. Ouais? Les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. On clique sur des liens que les gens nous ont envoyés. On clique sur des vidéos que les gens nous ont envoyées. Tout ça, c'est dangereux, quoi. Qui a envoyé la vidéo? Quelle est la motivation de la personne qui a envoyé la vidéo? Qu'est-ce qui se cache derrière? En cliquant sur une vidéo dans votre téléphone, la personne qui vous a envoyé la vidéo peut récupérer toutes vos données dans votre téléphone. De vos appels jusqu'au texte message que vous avez envoyé, ils peuvent tout récupérer, quoi. Donc, à la limite, le maillon faible de la sécurité informatique, c'est l'être humain. C'est la personne qui utilise le matériel. Donc, c'est ça vraiment notre objectif, de former les gens dans un sens où ils vont comprendre tout ça, ils vont comprendre la grande figure, essayer de se sécuriser eux-mêmes, éventuellement sécuriser leurs données. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler et vous serez nos porte-paroles, vous allez nous écouter, vous allez passer le message. Peut-être certains d'entre vous vont peut-être être nos clients et vont venir à notre école. La formation est très technique.
très technique dans le sens où ça commence avec le matériel jusqu'au software. On a des gens que nous sommes en train de former ici au Mali qui vont commencer le travail. Souleymane et moi, on va les supporter à distance. On va les supporter à distance. Mais la connaissance que nous proposons, c'est la connaissance internationale. Que vous soyez aux États-Unis, en France, ou en Angleterre, ou en Inde, c'est la même connaissance que tout le monde a accès à. Donc on veut amener cette connaissance-là ici au Mali, pour aider les jeunes du Mali. Ce sera notre petite contribution pour aider le Mali à grandir et aller de l'avant. Merci. Ici, je vais présenter dans les grandes lignes l'itinéraire qu'on va suivre dans la présentation. Le quoi, le qui, on a dit, c'est la cybersécurité. Il faut savoir qu'on ne fait pas la technologie et l'informatique pour le plaisir de l'informatique. Sachant que moi, je l'ai fait à l'université pour la passion de la technologie. La technologie vient appuyer un business, un travail, un métier déjà existant. Donc, dans ce cadre-là, la cybersécurité permet le BCP, qui est Business Continuity Plan. Par exemple, de manière inconsciente, chacun de vous qui a un compte Gmail se rend compte, ou un compte iCloud, que s'il perd son téléphone le lendemain, il prend un nouveau téléphone, il se connecte à son Gmail, il récupère l'ensemble de ses contacts. Alors qu'il y a peut-être 5 ou 6 ans derrière, avant les smartphones, il fallait copier l'intégralité des contacts dans la carte SIM, copier l'intégralité des contacts du téléphone dans un autre téléphone, qui entraînait un travail manuel et puis un risque de perte de données. La capacité de pouvoir reprendre l'intégralité de ces contacts quand le téléphone est perdu, c'est parce que les données ont été envoyées dans un ordinateur distant qu'on appelle le cloud. C'est depuis cet ordinateur distant qu'on synchronise les données. La Business Continuity Plan, c'est la même chose. Quand j'ai mon lieu de travail qui est inondé aujourd'hui, si j'avais un plan de récupération, je peux le lendemain ou l'heure qui suit aller dans un autre site, dans un autre quartier et récupérer toutes mes données dans le cloud sans pour autant générer une perte financière dans mon business. Donc ceci pour mettre en exergue jusqu'où il est important de s'intéresser à la sécurité. Combien de personnes en perdant leur téléphone ont perdu par exemple l'intégralité de leur contact clientèle parce qu'ils n'avaient pas synchronisé leurs données dans le cloud. Donc nous, le quoi, c'est vraiment la cybersécurité. Maintenant, pour sous-tendre cette cybersécurité, on vise 2 cibles. Le besoin des entreprises en sécurisation des données et prendre les jeunes, que ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont dans le monde professionnel, ajouter à ces jeunes-là la couche de base des systèmes informatiques et aiguiser les spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Il faut savoir une chose, pour rentrer dans le monde de la cybersécurité, on n'a pas besoin d'être un génie de l'informatique ou un génie des mathématiques, ni avoir un diplôme universitaire. Ça, il est important de le connaître. C'est pour cela l'un des objectifs aujourd'hui pour moi, c'est de démystifier la cybersécurité. Pourquoi? Quand tu prends une voiture, tu arrives à conduire une voiture, tu n'es pas un ingénieur en mécanique, le pilote n'est pas un ingénieur en aéronautique. Les outils ont déjà été développés. Donc les outils qu'on va enseigner, c'est des outils. C'est des outils qui sont développés par des ingénieurs. Nous, on va apprendre à nos apprenants à manipuler ces outils, à les combiner dans un but bien précis. Deuxième point, le pourquoi, c'est la globalisation, le fait que le monde Internet n'a pas de frontières. Les menaces sont omniprésentes. À la fin, notre formation elle est sanctionnée par une certification, un certificat internationalement reconnu. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde de l'entreprise cherche plutôt des spécialistes que des généralistes. Donc avec un certificat, n'importe où la personne ira, son certificat est une preuve de sa connaissance pratique, alors qu'un diplôme est une preuve plutôt d'une connaissance théorique. Une certification est une preuve pragmatique de l'opérabilité de la personne, le détenant. Et puis, quand est-ce qu'on est disponible? Le quand, c'est tout de suite. On a nos locaux qui sont disponibles.
les matériels qui est disponible et les ressources humaines enseignantes aussi sont disponibles. Comme je l'ai tantôt dit, on a une stratégie en 3 phases pour être réaliste par rapport aux réalités du terrain. On part du besoin de l'entreprise. L'entreprise peut être une entreprise privée, une entreprise publique, une entreprise parapublique ou l'État complètement. Donc, face à ce besoin-là souligné au point 1, on veut matcher les compétences des jeunes qui disposent du prérequis qui est le bac. C'est nous qui allons ajouter la couche informatique et spécialiser cette couche. Cependant, on ne peut pas passer à la cybersécurité directement. Il y a des fondamentaux des systèmes d'information à comprendre. Quand c'est un seul périphérique, ça va. Quand il y a 2, on est en face d'un réseau. Donc, comprendre les fondamentaux d'un réseau informatique, les éléments qui concourent à la construction d'un réseau informatique, les failles de chacun des éléments qui entrent dans la construction d'un réseau. Le matériel, c'est quoi le matériel? C'est quoi le matériel pour protéger? C'est quoi les failles de ce matériel-là? Et à la fin, dans une dernière phase, dans 4 à 5 ans, on va s'attaquer à d'autres domaines connexes qui sont la cybersécurité, qui sont la visiosurveillance, l'analyse des données, l'intelligence artificielle, les data warehouse, mais qui sont vraiment des projets à plus long terme, qui sont vraiment indexés au succès des 2 premières couches. Donc ici pour passer la parole à Mohamed, je vais introduire un certain nombre de vocabulaires ici qui sont assez importants. C'est-à-dire un système informatique ou un système de télécommunication de manière générale se résume dans cette pyramide-là. On est toujours face à du matériel. Le matériel, c'est le hardware, qui est l'élément physique ici. Dans un ordinateur, ces éléments sont en l'occurrence la mémoire morte que vous appelez disque dur. Pourquoi morte? Parce que même s'il y a une coupure d'électricité, les données restent sur la mémoire. Ça, c'est le disque dur. On a la mémoire vive, qui est la RAM, qui, elle, traite les données qui sont en cours d'utilisation. Après, on a le cerveau de l'ordinateur, qui est le microprocesseur. Le microprocesseur ne peut pas attaquer la mémoire morte du disque dur directement. Les données transitent par la RAM. Ce qui fait que la rapidité d'un ordinateur est surtout tributaire de ces 2 éléments. Le microprocesseur, le nom de cœur, I5, I6 pour réécrire sur les ordinateurs, et la RAM. Pourquoi la RAM ne peut pas être indéfiniment grand? Le disque dur, on entend 2 Tera, 4 Tera, mais la RAM, on entend 16, 8 Giga. C'est parce que les dents de la RAM sont en or. C'est une matière dure. C'est une matière chère. Donc ici, on a là le matériel, le hardware. Le hardware comprend un langage limité. Ce langage-là, il est fait par des petits programmes qu'on appelle des drivers ou des pilotes. Je vais m'adresser au disque dur, à la RAM ou au microprocesseur. Il faut des drivers. C'est pour cela que quand vous installez une souris, un clavier, il dit souvent le driver est manquant. On télécharge le driver, on l'installe et l'ordinateur se met à le reconnaître. Ou quand on branche et l'iPhone sur un ordinateur, il faut installer iTunes qui, lui, va permettre à l'ordinateur de comprendre comment dialoguer avec le téléphone. J'ai le matériel, le driver qui est le langage qu'il parle, comme le Peul, le Bambara. Ça, c'est le langage spécifique du hardware derrière. Et tout ça est condensé auprès d'un système. On peut le voir comme un polyglotte, qui a quelqu'un qui parle plusieurs langues, et un endroit où on vient greffer les éléments, qui est l'interface, l'écran qui est donné à l'utilisateur, qu'on appelle the operating system, ou le système d'exploitation, que vous connaissez très bien, Windows XP, Windows 7, Windows 10, Linux pour certaines personnes averties. Et sur le système d'exploitation, on a des applications qui viennent s'installer. Il est important de présenter cette pyramide-là parce que lors de la sécurité, chacune de ces couches peut présenter des failles de sécurité. Donc nous, à la fin de notre formation, c'est que l'apprenant soit conscientisé, conscient des problèmes qui sont potentiels, qu'on peut potentiellement rencontrer sur ces étages qui sont ici.
Deuxième élément important à savoir, c'est la représentation de ces trois personnes-là. Le premier qui a une casquette noire qu'on appelle the Red Hat, celui qui a l'extrémité qu'on appelle the White Hat, la casquette blanche, et celui du milieu, le Grey Hat, la casquette grise. Cette personne-là, c'est une personne qui fait le hacking, qui rentre dans un système informatique uniquement dans le but de nuire ou dans le but de retirer un bénéfice financier, par exemple. Je vous envoie un lien, vous cliquez là-dessus, je crypte l'intégralité des informations de votre ordinateur et je vous demande de l'argent pour vous donner la clé de cryptage. Certains d'entre vous l'ont souvent rencontré, ça s'appelle un ransomware, c'est-à-dire un logiciel pour demander des rançons. Celui qui est à l'extrémité ici, c'est lui qui nous intéresse ici, le White Hat. C'est celui qui fait du hacking éthique. Hacking éthique, c'est une entreprise qui m'appelle et me dit, je viens de développer un nouveau système d'information. Je souhaite savoir si ce système d'information est fiable. Je souhaite que tu fasses un pain test. En français, c'est test de pénétration, mais c'est un mot qui n'est quasiment jamais utilisé en anglais, c'est the penetration test ou the pain test. Il souhaite à ce que j'éprouve son logiciel, que je hack son logiciel afin de mettre en exergue les éléments vulnérables et les menaces potentielles. Nous, en l'occurrence, on se situe ici. Il est très important de le comprendre et avant de hacker n'importe quel système, il est indispensable de le mettre sur écrit, un contrat juridiquement scellé et validé qui définit les périmètres de ton intervention. Et celui qui est au milieu ici, je peux prendre un exemple, c'est quelqu'un qui est fasciné d'informatique, qui attaque des sites par exemple à tort et à travers, et qui va mettre à la disposition du public les vulnérabilités qu'il a pu trouver, afin que la communauté puisse remédier à ces failles. Donc il y a plein de sites où on répertorie les failles de sécurité de Windows 11, Windows 10, ainsi de suite. Par contre, cette personne-là, il est vraiment borderline, c'est-à-dire il s'amuse avec la loi. S'il est attrapé, il peut risquer la prison. Lui, il risque certainement la prison. Donc, les box qui sont en bas, black box, green box, white box, ça c'est le degré d'information de la personne qui va faire le pain test. C'est-à-dire, on peut me demander d'attaquer un site sans information. On me dit, voilà, ma société s'appelle X, je souhaite que vous fassiez un test de pénétration. On ne me donne aucune information. Là, il y a des procédés bien précis pour pouvoir avoir le minimum de credentials, le minimum de login et password pour pouvoir l'attaquer. Comment je peux l'avoir? Supposons que l'entreprise s'appelle ABC. Par exemple, en Europe, il y a un site qui s'appelle société.com. Je tape ABCD dans le site société.com, il me donne l'intégralité du nom des associés. Ayant l'intégralité du nom des associés, la construction des adresses email dans une société suit un paradigme, un modèle bien précis. La plupart du temps, c'est la première lettre du prénom, suivie du nom de famille, arrobase le nom du domaine. Donc moi, je m'appelle Souleymane Diallo, mon adresse mail pour la société ABC, c'est probablement sdiallo@abc.com. À partir de là, j'ai le nom des associés, je peux deviner le nom des adresses email. Et il y a des sites que je vais vous montrer, je mets le nom, le prénom. Il va balancer des millions de requêtes sur le nom de domaine que je vais trouver. Celui qui va le répondre, il saura que ça, c'est une adresse email existante. À partir de cette adresse email-là, je me connecte à l'extranet du site. Il y a un type d'attaque qu'on appelle attaque par force brute, où il y a des sites où il y a des milliards de mots de passe stockés, le dictionnaire de mots de passe. Je récupère cette liste de dictionnaire de mots de passe, je le passe à un moteur, à un programme. Il prend chaque élément de cette liste-là, il essaie comme mot de passe sur le site. Donc là, j'attaque le site à partir du néant. À partir de la deuxième manière d'attaquer, le Grey Box Testing, là, on me donne un compte stagiaire, un compte qui n'a accès qu'à la consultation de l'information. À partir de ce compte-là, j'essaie d'avoir accès à des choses auxquelles je n'ai pas droit. Et puis le dernier White Box Test, j'ai peut-être développé le logiciel, on me donne tous les accès, je rentre, je fais l'audit du code.
et je mets en exergue les failles du système d'information. Donc voilà en gros, donc ça c'était le vocabulaire qu'il est important de savoir. Et l'élément le plus important, nous sommes des ethical hacking, on fait le hacking éthique pour mettre en exergue les failles afin que les ingénieurs les réparent. Donc on n'a pas besoin de maîtriser comment les outils, de connaître comment les outils sont construits. Les outils sont déjà disponibles. On donne à nos apprenants comment manipuler ces outils, les combiner, comme le plan data que je viens de vous décrire. On explique ces éléments, on les apprend les outils et ils manipulent les outils. Tout le monde parle de cybersécurité, mais à la fin, qu'est-ce qu'on va sécuriser? C'est Windows. La première victime, c'est toujours Windows. Windows, c'est 90% des ordinateurs dans le monde, c'est Windows. Mac, c'est Apple. Apple, c'est peut-être 8% des ordinateurs dans le monde. Et Linux et Unix, c'est peut-être 1,5 à 2% dans le monde. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être entendu que Mac n'a pas de virus. Si tu utilises Mac, tu n'as pas de problème, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est faux. C'est archi faux. En fait, les créateurs de virus, comme Souleymane et moi, on ne passe pas notre temps à créer des virus pour Mac, parce que c'est que 8% du marché. On crée des virus pour quoi? Pour Windows, 90% du marché dans le monde. Donc, quel que soit là où vous êtes, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez, quel que soit le langage, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, c'est le même ordinateur qu'on utilise partout. Quel que soit votre type de travail, tout le monde utilise un ordinateur quelque part. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. Ça, c'est notre danger. C'est ce qu'on veut essayer de corriger. Donc, je veux beaucoup me concentrer sur High Tech Institute of Africa, juste pour vous montrer que la formation que nous sommes en train de proposer, c'est vraiment de hardware, comme la pyramide que Souleymane a montré, du matériel jusqu'à la configuration, jusqu'au logiciel. Tout ce qu'on utilise dans l'ordinateur doit être sécurisé. Et vous pouvez payer le plus cher des matériels dans le monde. La première vulnérabilité, c'est l'être humain. Le premier facteur de vulnérabilité, c'est l'être humain d'abord. Donc, on va beaucoup, social engineering, right? On va se focaliser sur éduquer les gens à comment, pas rééduquer les gens, mais juste leur dire ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire, surtout quand il s'agit de sécurité, quoi. C'est ça notre objectif. Donc, on va commencer par la base. On n'a pas besoin d'être un génie en mathématiques pour venir dans notre école, pour venir chez nous à High Tech Institute of Africa. Tout ce qu'on veut, c'est un bac, minimum bac. Vous avez le bac ou supérieur, bac ou université. On va vous tester. Nous-mêmes, on va vous tester. On va tester, on va voir quelle est la fondation que vous avez. On va vous donner la connaissance nécessaire. Chaque cours que nous proposons, que ce soit A+, Network+, Security+, CYSA, Cisco, Servers, chaque cours va être sanctionné par un certificat. Pas seulement nos propres examens, on va avoir nos propres examens, mais vous serez qualifié pour prendre un certificat international. Le certificat, c'est donné par un institut indépendant de nous pour montrer la crédibilité de notre travail. On vous donne la connaissance, on vous donne le matériel qu'il faut étudier, et puis après, quand vous êtes prêt, avec votre propre temps, vous allez prendre le certificat vous-même. Et avec ce certificat, qui est reconnu internationalement, vous pouvez travailler au Mali, aux États-Unis, en Inde,
en France, partout dans le monde. C'est ce que nous amenons. C'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Et vraiment, comme je disais tantôt, cybersécurité, la vulnérabilité, c'est toujours Windows, quoi. Et on ne peut pas sécuriser quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas attaquer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on vous amène depuis à la base. C'est comme si on apprend les gens à marcher en informatique jusqu'à parler, quoi. De marcher jusqu'à parler, on vous montre toutes les failles que Windows a, comment les protéger, comment les sécuriser. Et à la fin, c'est pas seulement la personne qui va apprendre, c'est aussi la compagnie qui va vous employer, la compagnie qui vous a envoyé. Et puis notre public, c'est pas seulement les étudiants, c'est aussi les entreprises, pourquoi pas le gouvernement même, le gouvernement du Mali, et pas seulement du Mali, de la sous-région, parce qu'on va grandir, on a des ambitions à grandir dans la sous-région, pas seulement Bamako, les régions du Mali, et puis la sous-région, pour étendre notre projet et vraiment amener cette connaissance-là et aider les gens à grandir, à se sécuriser. Parce qu'à la fin, c'est tout ce qu'on a qui reste, quoi. On est tous connectés sur Internet et tant qu'on est connecté sur Internet, on est vulnérable. You want to add, huh? Yeah, so, pour parler un peu avancé de notre programme, on a un niveau de base. Le niveau de base, c'est hardware, le matériel, le software, la configuration, et puis Windows 10. Windows 10, c'est la dernière version de Windows qui est très populaire maintenant. Peut-être que dans 1 an ou 2, Microsoft va sortir une autre version, mais les Windows sont les mêmes. Vous les prenez de Windows 98, non? Hein? 1995, 95, jusqu'à Windows 10, jusqu'à Windows 10, c'est la même chose. Les outils à l'intérieur, c'est la même chose. Ils ont changé un peu le design, la façade a été modifiée un tout petit peu, mais les outils à l'intérieur, c'est la même chose. Pensez à ceci, right? Vous avez un stade, un grand stade, où les deux équipes opposantes sont sur le même terrain. Le même terrain. Juste imaginez le chaos que ça va se passer. Avec leurs supporters. Vous avez deux équipes opposantes avec leurs supporters sur le même terrain. C'est ça Windows. C'est chaotique. Donc ça, Microsoft ne peut pas changer ça. S'ils veulent changer, il faut qu'ils retournent jusqu'à DOS. Ouais, pour changer ça. Ils ne peuvent pas. S'ils changent ça, ils vont être 20 ans en arrière de Mac. Apple va les rattraper. C'est ça, et c'est ça la vulnérabilité de Windows. Donc on va vous apprendre depuis à la base, on va apprendre à nos étudiants depuis à la base, hardware, like matériel, software, Windows 10, qui est la dernière partie. Maintenant, si quelqu'un veut prendre le basique seulement, the basic, ils peuvent le faire. Ils ne sont pas obligés de finir tout le programme. Les prix sont fixés de façon que si quelqu'un veut faire la base, ils peuvent le faire. S'ils veulent faire l'intermédiaire, ils vont le faire. Ça, c'est Network Plus, CCNP et Cisco. S'ils veulent avancer au niveau avancé, ça, c'est les serveurs. Ou s'ils veulent aller jusqu'à la fin, ça, c'est vraiment la cybersécurité, quoi. Linux d'abord. Linux, c'est la fondation de... Linux, c'est le bien et le mal du monde. Il faut connaître Linux. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Linux. Linux, c'est le premier système d'exploitation qui a été créé en 1969 par Bell's Laboratory, par AT&T, une compagnie américaine. Et du coup, ils ont grandi, ils ont été... Le premier client, c'était le gouvernement américain.
the FBI, the Pentagon, le CIA, les premiers ordinateurs. À l'époque, il n'y avait que 1000 ordinateurs dans le monde quand ils ont créé ce système-là. Apple est venu de Linux. Steve Jobs et Steve Wozniak, quand ils ont créé de Mac, quand ils ont créé le Mac, ils ont volé, ils ont pris Linux, parce que Linux, c'est ce qu'on appelle les logiciels libres. C'est gratuit, tout le monde peut le prendre, si vous avez la connaissance de le comprendre et de le modifier, ça vous appartient. Bill Gates, l'entrepreneur comme Draman, c'est pas un génie d'informatique là. Il connaissait rien. Les gens voient Bill Gates, mais il connaissait rien. Il avait un peu d'argent. Il a mis les têtes ensemble pour exploiter les autres, c'est tout. Il a volé aussi de Linux. Donc Linux, c'est la fondation, quoi. La fondation le téléphone que vous avez dans votre poche, que ce soit Android ou Apple, ça vient de Linux. C'est la miniaturisation du système d'exploitation. Les caméras que nous avons partout où on peut mettre un système d'exploitation aussi petit que possible, c'est Linux. Donc, nous, on veut vraiment former les gens pour comprendre Linux d'abord. Parce qu'on ne peut pas sécuriser ou on ne peut pas hacker, on ne peut pas pirater un système si on ne connaît pas Linux. Parce que c'est la fondation, quoi. Donc, on a deux parties de Linux dans notre programme. C'est très important pour nous. Particulièrement moi-même, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Donc, Linux 1, Linux 2, ça c'est la première partie de la cybersécurité. Deuxième partie, l'information générale. Suleiman a parlé de CIA, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Il faut qu'on sécurise ça. Ça, c'est la Security Plus. Et à la fin, pour combler le tout, on a un module à la fin qui s'appelle CYSA, Cyber Security Analyst. Ça veut dire que vous allez être analyste de cybersécurité. Il y a des commandes. Peut-être qu'après, on va vous montrer quelques commandes. On va vous montrer comment enlever n'importe quel Windows. N'importe quel Windows que vous avez. Vous pensez que la première sécurité, pour beaucoup d'entre vous le pensent, moi-même je le pensais avant. Beaucoup d'entre vous pensent que la première sécurité, c'est d'avoir un mot de passe. Right? Vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, vous créez un mot de passe. Ok. Je pense que si je ne te donne pas mon mot de passe, vous n'avez pas accès à mon ordinateur. Non. Moi, je veux juste l'accès physique. Ça. J'ai l'accès physique à l'ordinateur. J'ai besoin d'1 minute et demie. Le temps pour vous d'aller aux toilettes, de pisser, laver vos mains et revenir. On a fini avec votre ordinateur. Le mot de passe est parti. Je peux vous bloquer. Je peux même bloquer l'accès à votre propre ordinateur. J'ai besoin d'1 minute et demie. Et on va vous démontrer ça. On va vous montrer ça après. Ça va faire partie de notre démonstration. Donc, la première sécurité, c'est bloquer l'accès physique. Ne donnez pas votre appareil à quelqu'un. Ça s'appelle un PC. What do you say? Personal computer. Un PC, c'est pour une raison, non? Ordinateur personnel. Ouais. Vous avez une femme, vous avez une copine, vous avez un copain. Vous leur donnez accès à vos appareils. Et ça, c'est aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui se passe demain? On se connecte tous à Wi-Fi. Connexion Wi-Fi, on pense que c'est bon parce qu'on a Internet gratuit. Mais connexion Wi-Fi, c'est pas sécurisé. 3 minutes. 3 minutes. Je craque votre Wi-Fi. Quel que soit le mot de passe que vous avez. 3 minutes. Je craque ça. Trois minutes. La connaissance est disponible. Il faut juste avoir accès aux ressources. Comme Suleiman l'a dit, donner la chance aux jeunes du Mali d'avoir la même expérience que nous avons eue,
que le Mali nous a donné. Et on sera très fiers de venir partager toute cette connaissance avec vous. Et vraiment, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Je vais juste ajouter un dernier élément. Vraiment, j'ai vu quand Mohamed il a dit qu'il peut craquer le mot de passe d'une session Windows en 1 minute et demie. Les gens ont applaudi. Je veux que l'applaudissement ne soit pas la reconnaissance d'un génie. Non, ce n'est pas un génie. Les outils sont déjà disponibles. Il suffit de connaître les étapes. Il va le démontrer tout de suite et je l'ai représenté sur cette figure-là. C'est-à-dire, il rentre dans un mode bien précis, il frappe le clavier, il rentre dans un mode, il introduit un CD dans l'ordinateur ou il monte un CD dans un ordinateur, il fait croire à l'ordinateur que l'ordinateur est rentré dans un mode particulier ou qu'il a oublié son mot de passe. Il tape quelques lignes de commande, il berne l'ordinateur, il change le mot de passe ou il efface le mot de passe. Ça ne demande aucun génie, il n'y a aucune mystification, ça ne demande aucune compétence particulière ou une qualification d'une quelconque université. Ouais. Merci. Allez, donc on va commencer. J'ai une petite machine là ici qui est très solide. C'est pas grand. So, ce que j'ai ici devant moi, c'est un Windows 10. C'est une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est la virtualisation. How do you say cloud? In French. Right. Cloud. Right. So, la virtualisation est la virtualisation fait partie de notre vie. Maintenant, tout ce que vous faites là, c'est virtuel. Si vous avez un iPhone ou Google Android, si vous avez Android, quelle que soit la marque que vous avez, Techno, Samsung, tout ça c'est connecté sur le cloud. Le cloud c'est juste, Suleiman a mentionné ça tantôt, si vous perdez votre téléphone, vous payez un nouveau téléphone, vous connectez et toutes vos données sont là. En fait, vos données ne sont pas localisées sur votre machine. Les données sont localisées sur les serveurs de Google. C'est Google qui a toutes vos données. Si vous avez un iPhone, c'est Apple qui a toutes vos données. Et vous vous connectez, vos photos sont là, les petites vidéos, tout ça. On est content, quoi. Mais en réalité, on donne beaucoup de données à ces gens-là. On leur donne beaucoup de données. Vous savez comment Google est devenu riche? Vous savez comment Facebook est devenu riche? Facebook, les gens utilisent Facebook. All right. Votre information, votre compte là, votre nom, votre prénom, le email que vous mettez, votre numéro de téléphone que vous mettez, c'est ça qui a rendu Facebook rich. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vos données légitimes, vos données légitimes qu'ils ont déjà vérifiées. Avant de créer un compte, ils vont dire, on va t'envoyer un lien dans votre email, vous cliquez dessus pour activer votre compte. Right? Ça veut dire que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas... vous êtes un être humain qui a créé un compte et que vous êtes réel. Ils prennent cette information, ils vont vendre ça aux advertisers, les commerces, les compagnies de commerce. Publicité, les compagnies publicitaires, ils vont vendre ça à ces gens-là. Et tu sais, vous savez, vous connaissez Amazon? Qui ne connaît pas Amazon here? Amazon? Non? Not in Mali? Ouais, Amazon, c'est la compagnie la plus grande du monde. C'est pas Apple, c'est pas Microsoft. Amazon, c'est la plus grande compagnie dans le monde. Et ils sont basés sur quoi? Sur la virtualisation. Dans notre projet de High Tech Institute of Africa, à un certain moment donné, on va avoir aussi la collecte des données. Collecte des données dans le sens où on ne va pas
prendre vos données et aller vendre ça. Non, on ne va pas faire ça. On va aider les gens à stocker leurs données, leurs fichiers. Au cas où ils ont perdu quelque chose, les données sont stockées chez nous, ils ont le backup, ils ont la sauvegarde, quoi. On va les aider à récupérer. Tout ça, ça fait partie de notre projet, ça va grandir. Ce n'est pas la stratégie opérationnelle, ce n'est pas la stratégie technique, mais la stratégie tactique dans 5 ans ou plus. C'est ce qu'on veut développer, quoi. Un système de virtualisation, un système de cloud où les nuages informatiques, peut-être que beaucoup de gens sont nouveaux dans ce langage-là, mais vraiment c'est un système où vos données ne sont pas stockées localement. Nous avons des serveurs, on va avoir des terras et des terras de stockage nécessaires. On va créer un centre sécurisé où nos serveurs vont marcher et les données des compagnies, peut-être même du gouvernement malien, certaines compagnies comme l'INPS par exemple. Vraiment, on a beaucoup de connexions avec l'INPS. Ce serait peut-être un de nos premiers clients pour développer notre projet. On va les aider à stocker leurs données. Au cas où il y a un truc, ils ont perdu leurs ordinateurs, l'ordinateur est cassé, les données sont sauvegardées. Les données ne sont pas perdues. Et comment ça se passe? Virtualisation. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est le futur. J'ai dit tout ça juste pour vous dire que ce que je vais vous montrer, c'est le futur, c'est la virtualisation. Les machines virtuelles. Donc c'est un Windows 10 qui est là, que j'ai créé déjà. Je vais prétendre que j'ai oublié mon mot de passe. J'ai oublié le mot de passe. Le compte c'est student c'est étudiant. Mais j'ai perdu le mot de passe. Je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ça arrive tous les jours. On vous amène un ordinateur, on vous dit j'ai perdu mon mot de passe. Est-ce que vous pouvez aider la personne? Qu'est-ce que vous allez faire? Réinstaller Windows? Si vous réinstallez Windows, si vous réinstallez, si vous réinstallez le système d'exploitation, vous perdez toutes les données. Tous les fichiers que la personne a sur son bureau, sur son document, tout est parti, tout est éliminé. Parce qu'il faut reformater l'ordinateur, il faut reformater le disque dur pour pouvoir réinstaller Windows. Donc, on a une solution pour ça. On va utiliser Linux. Je parlais de Linux tantôt. Je disais que c'était la mère de tous les systèmes d'exploitation, que c'était le plus bon et le plus mauvais. Le plus bon parce qu'il est utilisé par tous les bons. Le plus mauvais parce qu'il est aussi utilisé par tous les mauvais. Les mauvais, c'est les black hat, comme il a dit, la casquette noire là, la casquette blanche, et le milieu. La plateforme qui est utilisée, c'est Linux. Donc je vais introduire une version de Linux qui s'appelle Backtrack. Backtrack, maintenant c'est fini, ça s'appelle Kali Linux. Et en fait, dans notre programme, on parlait de cybersécurité. À la fin, on va enseigner Kali Linux. Mais il faut connaître Linux d'abord. Avant de connaître Kali Linux, c'est juste l'outil. Donc, je vais utiliser un outil ici pour enlever le mot de passe de student. Pour l'effacer, je n'ai pas besoin de connaître quel était le mot de passe. Je m'en fous de ça. Je veux juste introduire ce disque-là. Je l'ai ici. Choose a disk. BT4, Backtrack 4. Et puis je redémarre la machine. Windows est toujours en train de marcher derrière. Je n'ai pas fermé Windows. Tout ce que je fais, c'est que j'ai introduit un disque. On peut le faire avec un disque, un DVD ou une clé USB qui est redémarrable, quoi. Bootable, right? Yes. Bootable USB. Maintenant, ce qui est dangereux dans ce que je suis en train de faire, c'est que ici, ça s'appelle Persistent Live CD. Ça veut dire que j'ai mis le disque
Et je ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que même quand tu viens après, tu ne peux pas savoir ce que moi j'ai fait. Tu ne peux pas m'attraper. C'est comme Zonani fait un chouin. Il te sait attirer quoi. Casser l'enfant. Ah? Casser l'enfant. Yeah. Ah, comment dit? Casser l'enfant. Casser? C'est l'enfant. Tout off his. Yeah. Clean his style. Yeah. Ça veut dire qu'il t'a attiré quoi. No trace. You don't leave any trace behind. C'est exactement ce que cet outil fait. Cet outil, c'est le plus grand outil de test de pénétration. Test de pénétration, Suleiman a parlé de ça tantôt. Une compagnie, par exemple l'INPS. L'INPS nous dit, Mohamed, Draman, Suleiman, on veut vos expertises. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On signe un contrat légal. Ils nous autorisent à pénétrer leur réseau. Si nous, on peut trouver des failles, est-ce qu'il y a des failles qu'on peut exploiter? Pourquoi ça? Parce que c'est important de se sécuriser soi-même. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, tu cherches les failles dans tes systèmes toi-même, tu les sécurises, avant que les mauvais, les black hats là, avant que les mauvais puissent les exploiter. Donc, c'est ça, pen testing. Mais c'est légal, c'est pas illégal. Ça, c'est ethical hacking. CEH, moi, je suis certifié depuis 10 ans. Je suis certifié depuis 10 ans. Je travaille pour des compagnies aux États-Unis, Chase Bank, Citibank, California. Même, je retourne le 16, j'ai un contrat qui commence le 26. Juste dans ce cadre-là, dans ce travail-là. Pour vous dire que ce n'est pas illégal, quoi. C'est des compagnies légitimes qui sont sérieuses, des compagnies qui se soucient de leur sécurité et de la sécurité de leurs données. Ils nous embauchent, des gens comme nous, on nous dit, essayez de trouver une faille dans notre système ou dans nos réseaux. Si toi, tu peux trouver des failles, on va les fixer avant que les mauvaises personnes les exploitent. Et les outils qu'on utilise, c'est ça, Backtrack. Backtrack, c'est aller en arrière, trouver les failles. Backtrack est dead maintenant, ça s'appelle Kali Linux et ça fait partie de notre programme. Il faut venir vous inscrire à High Tech Institute of Africa. Vous allez apprendre beaucoup de ces choses-là. Donc je vais continuer. Là, je suis là, j'ai un dilemme. Il faut comprendre qu'un hacker, c'est un ingénieur. C'est un solver, problem solver. Quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Il cherche des solutions aux problèmes. Maintenant, je suis en face d'un problème. Ce gars, cette personne, a oublié son mot de passe et je dois l'aider. Comment je peux faire pour l'aider? Je mets mon disque, ma petite clé USB, je tourne le computer et là, je suis face à une command line. Qu'est-ce que je vais taper? La première des choses que je me demande, c'est que où est-ce que Windows est? Windows est quelque part ici. Je vais chercher. Et la première commande que je vais taper, c'est fdisk. Vous n'êtes pas obligé de connaître les techniques et comprendre un peu le langage, mais si vous vous inscrivez à ITTech, je vais toujours faire la publicité pour ma compagnie, si vous me permettez. Mais c'est vrai quoi, c'est là-bas où on va apprendre les choses. Là, je vois deux partitions, deux locations. La première location, c'est /dev/sda1, /dev/sda2. SDA2, là, c'est là où il y a probablement Windows, quoi. By the way, faut pas enregistrer ça. Ça servira à rien si vous l'enregistrez, quoi. Parce que vous n'avez pas les outils qu'on va utiliser. All right. So, Windows est en train de marcher derrière. J'ai pas fermé Windows. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas avoir accès à Windows directement. Je vais créer un nouveau répertoire, mkdir /mnt je vais l'appeler Win10. All right. Windows 10. So, le répertoire que je vais créer s'appelle Windows 10. Je viens de créer ça. J'espère que vous voyez mon écran. Non? Vous voyez ça?
Hold on, just tell them the name. Yeah. Sad. Anyway, maintenant, ce que je veux faire, c'est que le Windows que j'ai vu dans /dev /sda2, je veux le mettre dans le nouveau répertoire que je viens de créer. So, I'm going to mount it, -t, avec like NTFS, right? NTFS, c'est le file system, the third generation. NTFS-3G. Je vais prendre /dev /sda2. Je vais le mettre où? Dans le nouveau répertoire que je viens de créer. /mnt. Yeah. /mnt /win10. Maintenant, parce que Windows est en train de marcher derrière, si je tape cette commande, ça va pas marcher. La commande va échouer parce que Windows est toujours derrière. Donc je vais forcer Windows à se monter ici. Je vais forcer Windows, en même temps je vais éclaircir toutes mes traces. Parce que même après, s'il y a une investigation, si le FBI ou la CIA prennent mon ordinateur, ils saisissent mon ordinateur, ils veulent vérifier tout ce que moi j'ai fait, ils ne trouveront aucune trace. Zéro. Vous savez, by the way, les outils là ont été créés par eux-mêmes. Ils ont été créés par le FBI et le CIA. Donc, -O, force. So, mount -t NTFS3G /dev /sda2 /mnt 60 force. Ah, je viens de monter Windows dans le répertoire que j'ai créé. Je peux vérifier, la commande c'est ls. ls c'est list /mnt /win10. Je peux vérifier que le contenu de Windows est là. Et vous voyez en bas ici, je vais vous montrer. Vous voyez Windows est là. Donc mon objectif maintenant c'est d'aller dans ce répertoire, accéder à l'endroit où Microsoft, by the way, ça c'est reconnu, tout le monde sait ça. Tous les ingénieurs en informatique qui font notre travail, ils savent ça. Microsoft aussi, Bill Gates et sa compagnie savent aussi que ces vulnérabilités-là existent dans Windows. Mais ils ne peuvent pas fixer. Pourquoi ils ne peuvent pas fixer? Parce que s'ils doivent fixer, ils doivent retourner 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, ils ne peuvent pas le faire. S'ils retournent 20 ans en arrière pour redesign, pour faire la conception de Windows, ça va les mettre 20 ans en arrière de Apple. Ils ne peuvent pas sacrifier ça. Donc, ils espèrent que les gens qui ont ça, qui connaissent ça, ne l'utilisent pas de façon mauvaise. C'est tout. Donc maintenant, je peux vérifier que Windows est là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant rentrer dans Windows. Il y a un endroit où Windows sauvegarde les comptes. Le compte et les mots de passe. Donc je dois aller là-bas. CD, the command is CD, /mnt /win10, c'est ça le répertoire que j'ai créé, Windows 10. I just have to type this properly. Yeah. Win10. Maintenant, je vais aller à l'intérieur de ce Windows que vous avez vu là, le vert là. Je vais aller à l'intérieur, like Windows /System32. Ça, c'est là où il y a the registry, the Windows registry, le répertoire. C'est comme un registre, quoi. Vous savez, un registre, c'est pour noter. Donc, Windows est configuré comme ça. Donc, il y a un grand registre où tout est stocké, quoi. Tout. Donc, c'est là-bas que je suis en train de partir maintenant. Et le compte que je veux voir, c'est config.
So cd/mnt/win10 Windows System 32/config. Et maintenant, il y a un outil qui est inclus dans ce Linux que je suis en train d'utiliser là. Ça s'appelle Change Windows Password, CHNTPW. So CHNTPW. Je vais d'abord, again, il ne faut pas oublier mon esprit ici. Je suis un hacker, je suis un pirate. Je suis en train de pirater cette machine. Et en tant que pirate, tu résous les problèmes. Je veux savoir quels sont les comptes qui sont là dans ce Windows. Et vous voyez ce que j'ai? J'ai administrateur. C'est pas actif parce que c'est une nouvelle installation. Donc administrateur là c'est pas actif. J'ai default account, c'est pas actif non plus. Ma victime que je suis en train de viser, c'est student. C'est ça le compte que je suis en train de viser. C'est ça ma victime. Student. Fine. Donc je vais dire au système de craquer le password de student. Donc je ramène ça. Je fais -u. Et puis je tape u, c'est user, utilisateur. Et je mets student. Regarde le menu qu'on me présente. J'ai un menu qui me dit tape 1 pour éclaircir le mot de passe. Tape 1 pour enlever le mot de passe. Tape 2. Même si mon compte est bloqué, c'est-à-dire que tu peux me bloquer, je peux réactiver mon compte. Même si mon compte n'est pas administrateur, je peux me mettre administrateur. I can promote myself to become administrator. Je peux me promouvoir moi-même pour être administrateur. Donc tout ce que je dois faire ici, c'est taper 1 et puis sauvegarder les changements que je viens de faire. Donc je vais taper 1 et puis je fais, il me demande est-ce que vous voulez sauvegarder les changements? Je dis oui, yes. That's it. C'est fini. Tout ce que je dois dire maintenant, c'est shutdown -H. Now, ça va éteindre l'ordinateur. Ils vont me demander d'enlever le disque. Je vais enlever le disque. Il ne faut pas oublier, on a mis le disque parce que tout le travail que je suis en train de faire là, c'est à travers le disque. Je n'ai pas installé. Tout ce que je fais là, je le rends. C'est sur le disque que ça se passe. Et c'est pour ça que c'est dangereux parce que dès que j'enlève le disque, il n'y a plus de traces derrière. Personne ne peut voir ce que j'ai fait. Mais là, je fais Enter, c'est fini. Si on redémarre la machine, le mot de passe est parti. Ça a pris un peu de temps parce que je vous explique en même temps. Oh, sorry. Je vous explique en même temps que je le fais. Mais en réalité, ça fait moins de 1 minute, quoi. Si je suis là, moi seul, taper vite là, c'est vite fait, quoi. Ça a pris un peu de temps parce que, regardez, student, on ne va pas me demander le mot de passe maintenant. C'est fini. C'est rentré dans le soir. C'est important de vous montrer ça parce que on veut que les gens qui viennent chez nous apprennent aussi cette technologie et cette connaissance. Et comme Suleiman l'a dit tantôt, on n'a rien inventé. On n'est pas des génies. Nous ne sommes pas des génies. C'est la connaissance qui est disponible. Il s'agit juste d'avoir accès à l'information et savoir l'utiliser. C'est ce que High Tech Institute of Africa va vous enseigner. Donc, amenez vos enfants, amenez vos cousins. Ne regardez pas le prix. La connaissance n'a pas de prix. Mais venez accumuler la connaissance, la même connaissance qu'on distribue aux États-Unis et en Europe. On vous amène ça au Mali à travers High Tech Institute of Africa. I think I'm done, right? Do you want to give this advice so I can skip it? Go. You want me to talk further?
If you want, but Yeah, yes, I can Just 5 minutes remain. I can do it. Il reste 5 minutes. On va clôturer la présentation dans 5 minutes et puis passer au volet questions-réponses. Vraiment, nous comptons sur vous pour poser le maximum de S'il questions. vous plaît, Il n'y a pas de poser questions des bêtes. questions, quoi. Poser des questions. Et puis On dans peut pas tous les partir sans domaines de question. l'informatique. Voilà, right. Peu importe, que ce soit sur la sécurité informatique, la télécommunication ou de manière plus vaste. Oui. Je laisse Mohamed donner quelques conseils qui peuvent être assez utiles quand même. Ouais. Il faut Just a second, I'm going to duplicate my screen. Alright. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit, ce que j'avais oublié de dire dans mon introduction, c'est que je suis allé aussi à Harvard University. Je ne sais pas si vous connaissez Harvard. Yes. J'ai fait un diplôme de droit privé à Harvard. La même école où Barack Obama est parti là. Oui, l'étude de l'Amérique. Non, c'est important de dire ça parce que c'est vraiment une fierté pour le Mali. Beaucoup de gens ne savent pas ce que les Maliens font à l'extérieur, mais c'est bon de dire ça parce que ça montre que l'éducation de base que le Mali nous a donnée continue, quoi. Ça continue, ce n'est pas vain, quoi. Et ça peut motiver les jeunes aussi à apprendre. Donc j'ai écrit beaucoup, j'ai fait beaucoup d'articles. En fait, il y avait un truc qu'on n'a pas eu la chance d'imprimer, mais ça c'est à peu près les résumés, quoi. Les grands points de mon article, c'est vraiment éduquer les gens. Comment ne pas être victime de piraterie informatique. Simple. Très simple. Ouais. On parle du fait que nous avons tous un ordinateur dans notre poche. On a un petit ordinateur dans notre poche. Votre téléphone. C'est un ordinateur. C'est connecté sur Internet, c'est connecté sur WhatsApp, c'est connecté sur Viber. Vous faites tout, vous publiez, vous commentez, vous cliquez sur des liens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en cliquant un lien, en ouvrant une vidéo sur WhatsApp, vous êtes vulnérable. Moi, je vous envoie un lien douteux. Comment vous savez que c'est un lien douteux? Vous me connaissez, vous dites, et puis vous cliquez dessus. Et du coup, en lisant la vidéo, pendant que vous êtes en train de suivre la vidéo, je tire toutes vos données. Vos emails, les appels, les textes, messages, je récupère tout. C'est ça les liens douteux. Ne cliquez jamais sur un lien si vous n'êtes pas 100% sûr de la personne qui vous a envoyé le lien. Je m'en fous que ce soit votre femme, votre maman, votre père, votre copain. Non. Il faut n'ayez confiance en personne. C'est ça notre stratégie. D'abord avec cette mentalité, au moins vous allez poser une question avant de cliquer sur ce lien-là. Ne cliquez jamais sur les liens douteux. Et un lien douteux peut venir de partout. Souvent, vous ne savez même pas. La personne, votre femme, son téléphone a été infecté. Son téléphone, le virus, vous envoie un lien directement. Elle ne sait même pas que son téléphone est en train d'envoyer le lien. Et vous cliquez dessus. Vous êtes infecté. Donc, même les personnes que vous connaissez, si vous recevez un lien de ces gens-là, il faut douter. Douter, ça veut dire quoi? Est-ce que ça c'est legit? Est-ce que ça c'est réel, quoi? Est-ce que je peux cliquer dessus ou pas? Si ce n'est pas important, ignorez ça. Ne cliquez pas dessus. Si c'est important, vous pensez que c'est important, n'utilisez pas votre téléphone. Utilisez un ordinateur. L'ordinateur est plus facile à contrôler que le téléphone. Donc, utilisez un ordinateur. Le lien qu'on vous a envoyé, ne cliquez pas dessus. Copiez tout le lien et collez ça sur un autre tab. How do you say that? Un onglet. Un nouveau onglet. Et vous tapez, vous collez ça là-bas. Et puis tu fais entrer. Si c'est un lien legit, si c'est légitime, ça va passer. Si ce n'est pas bon, vous allez voir une erreur qui s'appelle 505.
ça veut dire que ce n'est pas un bon lien. Donc, évitez les liens douteux. Les courriers indésirables, n'ouvrez jamais de courrier indésirable. Vous savez, on est très intelligent maintenant. Les hackers comme nous, on va vous utiliser pour nous donner accès à votre téléphone et à votre ordinateur. Comment? Courrier indésirable. Je vous envoie un courrier indésirable, un lien douteux, vous cliquez dessus, j'ai accès à tout à votre ordinateur. Tout. À baie. Et bolo, et beka mingi ga ordinateur là ne ba baie. Like instantané, ba baie samaka boy. A benanga machine là. Mbaye. Kafuko caméra bala, caméra bika téléphone là, ouais benjugé. Ni caméra bala, moi je peux t'enregistrer. Je t'enregistre. Un enregistrement maintenant, néga ordinateur là. Mbaye. Il va quoi coquet. Il va l'icono. Tu es dans ta vie privée, mon chigneti là. Il faut éviter les courriers indésirables et les liens douteux. Site web douteux. Ne soyez pas stupides, quoi. Site web douteux, ça veut dire quoi? Les sites pornographiques. Excusez-moi du terme, c'est vraiment blunt, quoi, mais c'est vrai, quoi. Parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de virus. Je suis désolé si j'ai affecté les sensibilités avec ça. Les sites où les gens jouent les gaming website. Les jeux de hasard. Les jeux. Bébé téléphone là, tu regardes jeu que. Les bébé chamando, regarde jeu que téléphone là. Au maï. Amani peu. Amani. Les sites où il y a les jeux ont beaucoup de virus. Ça s'appelle drive-by virus. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de cliquer sur quelque chose. Et tu as site web là, droit. Et bien, je t'amène. Il y a le téléphone infecté, il y a l'ordinateur infecté. Un coup. Escroquerie, hameçonnage, on connaît ça déjà. Le prince nigérian, le prince du Nigeria qui vous envoie un lien qui dit ah, ma maman est morte, mon père est mort, j'ai une richesse d'1 million, 1 milliard, je vais partager ça avec vous. Vous connaissez l'histoire, non? Il faut éviter ça. C'est faux. Faux. Téléchargement. Bébé téléchargement. Ouais. Mais il y a un téléchargement qui est rond là. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est sécurisé? Le mot de passe fort. Après ce que je viens de vous montrer, le mot de passe fort n'a même plus de sens. N'est-ce pas? Parce que quel que soit votre mot de passe, si c'est fort, nous on peut enlever. Qu'est-ce qu'il nous faut? Quand il y a un téléphone ou il y a un ordinateur de Moshima. Ça s'appelle un PC. Personal computer. Right? C'est pour toi. Ne partage même pas avec ta femme. Je sais que c'est exagéré de dire tout ça, mais vraiment, si on reste dans le cadre de la cybersécurité, il ne faut pas avoir confiance en personne. Avoir un antivirus, HTTPS, clé USB, Wi-Fi. Mais Wi-Fi est rare. Wi-Fi comment faire? Parce que les Wi-Fi comment faire? Bébé, tu as Wi-Fi là. Wi-Fi maï. 3 minutes. Il y a Wi-Fi code. À ma bol. 3 minutes. L'air de connecter Wi-Fi là. Jamais quoi. L'air de connecter l'air de Wi-Fi là. Parce que les gens ont beau sécuriser tout le monde. Wi-Fi maï. Pourquoi c'est dangereux? C'est les radio waves, right? C'est les ondes magnétiques. Les ondes magnétiques, ouais. Ondes radio. Ça veut dire que toi, dans ton téléphone, tu connectes sur Wi-Fi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal va de ton téléphone à un cellulaire, un cell phone tower, right? Une tour, une antenne, pardon. Il y a un téléphone de connecté à l'antenne. Mais entre les deux, le signal est venu là. On peut intercepter ça à 3 minutes.
ta wifi code ake media aki ba to wani village to ka pe fa nyon ka ba donc wifi est là wifi mai ni era ka wifi te kana connectable ni état do au moins tu sais que c'est sécurisé et il y a code kala ba do mais quand ta do gaso il y a téléphone ko le wifi alors que mai sécurité faut être là aux États-Unis je sais pas comment quel m'a dit ta mais aux États-Unis ne m'a fait quoi ne m'a pas privacy law ça nous a appris quoi? Ça nous a appris que quand tu connectes dans un domaine public, sur un réseau public, tu perds toute ta vie privée. Même devant la loi, tu n'as plus de... You have zero expectations of privacy. Espoir. Tu n'as aucun espoir de vie privée quand tu te connectes au réseau de quelqu'un d'autre. Hein? Tu as la vie privée dans ta maison. Et ça, c'est ton périmètre. Tu as la vie privée dans ta voiture. Tu as la vie privée avec ton docteur. Tu as la vie privée avec ton marabout. À part il plus qu'on a. Ça, c'est pas la vie privée. Donc, ni connectera donc à Wi-Fi là. Tu perds ta vie privée. Parce qu'il y a, s'il y a une investigation et qu'on oblige. Ouais, aucun réseau d'investigation, ils peuvent vous obliger à donner le mot de passe de votre email. La loi peut vous obliger à donner le mot de passe de votre email. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté sur un réseau public, ça ne vous appartient pas. Donc, nous, dans notre mindset, on ne connaît pas Wi-Fi. La séparation du travail et la vie privée, c'est très important. Ou des sécurités forêts. Wi-Fi est là. Wi-Fi. Non, c'est là. Sorry. Ok. Je vais conclure en 2 minutes. Un élément très important. Moi, souvent, quand je parle de la sécurité aux gens, ils disent que moi, j'ai rien à cacher. Je ne suis pas un président, je ne suis pas un ministre. Mais sauf que tu as un Wi-Fi chez toi. Moi, je veux poser un acte terroriste ou je veux échanger avec un vendeur de drogue. Je craque ton Wi-Fi. J'envoie un message. Lors d'une investigation judiciaire, c'est ton Wi-Fi qui a été utilisé. C'est ton adresse IP qui t'identifie de manière unique. Tu es le premier coupable devant la loi. Ou tu as un site qui a une certaine réputation. Par exemple, UNICEF pour la protection des enfants, le CICR pour tout ce qui est guerre, Médecins sans frontières, tout ce qui est guerre humanitaire. Je me connecte au site, je mets des photos pédopornographiques. Toi qui es là pour protéger les enfants, qu'est-ce que tu vas dire face à ton public? Ça ternit ton image d'un coup. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous ne devez pas sécuriser. Je peux utiliser votre profil, usurper votre identité. Il y a 2 semaines, on m'a mis sur une investigation sur quelqu'un qui avait usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Comment j'ai pu le déchiffrer? Quelqu'un crée un compte Facebook avec Souleymane Diallo. Je veux savoir qui a créé ça. De manière très banale, social engineering, c'est l'investigation psychologique. Je cause avec la personne qui peut potentiellement te vouloir du mal. La personne me donne le nom de personne qui peut potentiellement lui faire du mal. J'ai un site ici où je mets le nom et le prénom. Il me donne les adresses email, Finder email. Il me donne les adresses email potentielles de la personne. Je vais sur Facebook, je dis que j'ai perdu mon mot de passe. Facebook me propose une authentification à 2 phases. C'est-à-dire, j'ai perdu mon mot de passe, il va envoyer un nouveau mot de passe sur mon téléphone. Et Facebook me donne le suffixe du numéro de téléphone. Donc, j'ai le suffixe du numéro de téléphone. Je dis à Facebook, non, je n'ai pas mon téléphone portable. Facebook me dit, mais en ce moment, je vais t'authentifier, le 2e facteur d'authentification, je vais utiliser ton adresse mail. Il me dit, je vais t'envoyer un mail, je vais t'envoyer un lien sur cette adresse mail. Il me donne encore le suffixe de l'adresse mail. J'ai le suffixe de l'adresse mail, j'ai le suffixe du numéro de téléphone. Je cause là avec la personne dont l'adresse a été hackée. Il me donne l'email et le numéro de téléphone des personnes qui peuvent lui vouloir le mal. Je match en cherchant une correspondance entre les 2 informations. J'ai l'identité de la personne qui a usurpé son identité. Donc,
On va conclure là-dessus pour ne pas abuser votre temps et puis on aura l'occasion de faire d'autres présentations sur le plan d'attaque et autres. Maintenant, je vous laisse la parole pour les questions et réponses. Merci à vous pour votre attention. Antier Anbaraye. Question. I have before. I'm not very good. Inch'Allah. Allez-y, monsieur. Mohamed Bikian. Alors, bonjour tout le monde. Je réponds. Drama, what's up? Drama, you right? What's up? Vas-y, j'en prie. Alors, je réponds au nom de M. Damien Moussa. D'accord. Je suis ingénieur réseau. Ok. Alors, c'est un réel plaisir d'assister à la présentation des professeurs aussi renommés. C'est vraiment un plaisir pour moi. Merci. Alors, j'ai rêvé des questions. Ok. Où se situe la vulnérabilité de l'entreprise dans l'environnement informatique, la vulnérabilité de la sécurité? Le premier facteur de vulnérabilité, c'est les êtres humains. La conscientisation des personnes pour qu'ils soient conscients des risques potentiels. Par exemple, on a pris des cas dans des banques où les gens affichaient leur mot de passe sur des post-it qu'ils collaient à l'écran pour ne pas l'oublier. Donc le premier facteur, c'est l'être humain. Après, on a une hiérarchie de vulnérabilité. Malheureusement, le temps a manqué, je ne pourrais pas tous les présenter ici. Mais un élément clé à connaître, c'est ces 6 éléments de la vulnérabilité. L'un des premiers éléments, par exemple, on appelle segregation of duty, que quelqu'un ne puisse pas être juge et avocat en même temps. Si c'est moi qui peux passer les commandes pour faire les virements de salaire, celui qui fait l'instruction des demandes de virement ne doit pas être la personne qui valide les virements. Sinon, il peut lui-même profiter de la chose. Donc, il doit y avoir des niveaux de validation dans une entreprise pour pouvoir contraindre les êtres humains à rester dans des périmètres très définis. Il y a job rotation. Quand tu occupes un poste, tu ne dois pas être permanemment à ce poste-là. On doit faire des rotations. Parce qu'en durant dans un poste, tu développes ou tu as la tentation de détourner le système à ton avantage. Je discute souvent avec des gens au Mali, ils disent quelque chose qui est très révoltant. Ils disent que moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris de congé. Tu dis ça en Europe, c'est inquiétant. On dit si tu as fait 10 ans que tu n'as pas pris de congé, c'est parce que tu as mis un système de fraude ou de corruption sur place dont tu bénéficies. Donc, ce n'est pas dans ton intérêt de prendre des congés pour qu'on ne découvre pas ce système-là. Donc, job rotation, mandatory vacation, dual control, avoir toujours un système de validation. Donc, ces éléments-là, je les ai cités, ça va jusqu'à 6 pour pouvoir canaliser et contraindre le facteur humain. Je vais ajouter à ce que Suleiman a dit. Pour nous, ingénieurs de sécurité, il y a 2 types de compagnies. Je ne sais pas si vous m'entendez? Il y a 2 types de compagnies pour nous. Les compagnies qui sont hackées, they hack them. Pirater. Les compagnies qui ont été déjà, les données ont été piratées, ils ont découvert ça et ils sont en train de faire quelque chose pour fixer ça, pour que ça ne se répète pas. Malheureusement, c'est ce qui sort dans les news. Les gens voient, oh, telle compagnie a été piratée, telle compagnie a été piratée. Les gens ne sont pas contents, mais ça c'est bon. Ça veut dire au moins eux, ils peuvent déterminer qu'ils ont été piratés. Les autres qui ne savent même pas qu'ils ont été piratés. Et ça continue. La piraterie continue. Et tu n'as pas découvert, ça ne veut pas dire que tu n'es pas piraté. Tu vois, non? Donc c'est ça vraiment notre mindset. Récemment, il faut que je mentionne ça. Récemment, il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle SolarWind. SolarWind, ils sont basés au Texas. C'est une compagnie qui est utilisée par la CIA, le FBI, le State Department, le Pentagon, beaucoup de compagnies, inclus le gouvernement américain. Ils ont été piratés par les Russes. Ils ont infiltré une mise à jour
dans leur logiciel. Et quand les gens ont fait la mise à jour, les Russes ont eu accès à leurs données. Combien de temps ça a duré? Personne ne sait. Depuis combien de temps les Russes sont en train de le faire? Personne ne le sait. Comment faire pour arrêter? Ils ont dit aux gens, aux compagnies de ne plus utiliser ce logiciel-là, c'est tout. Mais tout ce que je veux dire, c'est que quand vous entendez que telle compagnie a été piratée, telle compagnie est piratée, l'information va en ligne, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. En réalité, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont obligés de faire quelque chose pour fixer ça. Leur crédibilité est en jeu maintenant. Les autres, le deuxième type de compagnie, c'est ceux qui sont piratés, mais qui ne savent même pas qu'ils sont piratés. Et ça continue jusqu'à ce qu'eux les découvrent. Je ne sais pas si on a donné une réponse. You have another question? La deuxième question? La deuxième question. Quels processus et outils sont en place pour alerter la direction lorsqu'il y a tentative d'intrusion? Ok. Dans un système informatique sérieux, on a déjà ce qu'on appelle des fichiers de log. Normalement, quand tu te connectes sur un logiciel, tout ce que tu fais, que tu tapes au clavier, toutes les fenêtres que tu as tapées, c'est écrit dans un fichier texte simple qu'on appelle un fichier de log. Ce fichier de log-là, il est supervisé par une équipe en temps réel qu'on appelle l'équipe de monitoring. Par exemple, tu as utilisé ta carte bancaire en Sud-Afrique. 30 secondes après, tu l'as utilisée aux États-Unis. Il y a un logiciel qui va investiguer le fichier de log pour détecter ce comportement-là. Tu ne peux pas te déplacer à la vitesse de la lumière. La carte bancaire a été utilisée en Sud-Afrique et aux États-Unis. Le logiciel qui inspecte les logs, le logiciel de monitoring, doit générer un email en temps réel à l'adresse d'une équipe qui doit déclencher une investigation pour une potentielle fraude. Donc, fichier de log et l'outil de monitoring et l'équipe de monitoring. Non, mais c'est ça, c'est ça. Okay. Logs and monitoring. Il faut anticiper. Pour battre un pirate, il faut penser comme un pirate. Comment te mettre en avance sur le pirate? C'est la stratégie militaire pure et simple. Tout à fait. Il avait partiellement répondu à la question un pirate sérieux. Moi, par exemple, si j'étais un black hat, je ne suis pas un black hat, avant de commencer à craquer quelque chose, je génère des adresses IP virtuelles. Voilà. Je superpose des couches où chaque seconde, je me déplace dans le monde. Une adresse IP suisse, une adresse IP française, une adresse IP allemande. C'est après en avoir empilé jusqu'à 1000 que je commence l'attaque. Et chaque fois après l'attaque, j'efface les traces. Je pose quelque chose, je l'enlève. C'est ce qu'il a fait de la clé. Tout le travail qu'il a fait pour craquer le mot de passe Windows, les traces étaient sur la clé. Quand il a enlevé la clé, les traces étaient effacées. Mais il y a des ingénieurs très puissants. Il y a un cas de figure aux États-Unis où un grand pirate a piraté un ingénieur, un docteur japonais. Le docteur japonais, sur sa machine, il avait mis un système de duplication de logs. Avant qu'il n'efface les logs étaient synchronisés avec une deuxième machine. Donc, c'était copié en temps réel et ils ont pu l'attraper grâce à la duplication sur la deuxième machine. On ne peut jamais disparaître en ligne. Vous êtes connecté en ligne, vous êtes connecté, c'est clair. Si vous êtes une cible, le FBI et la CIA vont toujours vous avoir. À quel degré vous êtes une cible? C'est ça la question. Ils ne vont pas aller derrière toi et moi et non. Juste télécharger les choses, la musique, les films, ils s'en fichent de ça. Mais quand vous êtes une vraie cible, ils vont toujours. Il faut demander à Ben Laden. Bon. Je ne suis pas un journaliste. Voilà. Je suis artiste. Merci beaucoup. Je pense que l'explication a été très bien donnée. Et maintenant, c'est d'inviter tout le monde à aller s'inscrire là-bas. Les questions que nous voulons poser sont tous répondus à l'école là-bas, je pense. Ouais. Donc, vous pouvez aller à l'école. Il faut venir. Voilà, high-tech. Et parmi vos explications, nous avons compris aussi que vous avez beaucoup duré aux États-Unis. Voilà, so let me to tell you thank you. Nice to meet you here. And I think with you we can learn English too. Yeah, it's kind of you to explain us net problems. We appreciate it. Yeah, very.
Ok. Donc moi, j'ai juste des questions. La première, c'est dans quelle localité l'école va se situer, à Bamako ici, concernant les inscriptions. Est-ce que par rapport non, tu ne connais même pas ma question, tu veux poser à ma place. Ouais. Par rapport au prix, est-ce que vous avez pensé un peu aux difficultés qui se posent au pays maintenant? Voilà. Je vais répondre en partie. Oui, ça me fera plaisir. C'est les deux questions déjà. Le local, c'est à Golf, en face de Wami, en face de la mosquée Wami. C'est là où on a notre building. Et si vous regardez peut-être les réseaux sociaux, vous allez voir un peu les images. C'est un bon endroit. C'est accessible. On est en train de créer un très bon environnement là-bas. Maintenant, pour les prix, ça évolue. Je vais laisser la parole au président. Voilà, c'est très important. Il va dire. Salam. D'abord, je vous remercie d'être parmi nos invités. Bon, pour le prix, on lancera les prix demain, Inch'Allah, dans les réseaux et dans les médias. On va informer à tout le monde les prix, Inch'Allah. Merci. Déjà, est-ce que c'est abordable au Mali? C'est très abordable. Oui. Ouais, le problème se pose à ce niveau. Ça va être abordable. De toutes les façons, la connaissance n'a pas de prix. On est flexible. Voilà, c'est ta phrase-là qui m'a fait peur. Non, honnêtement. Non, la connaissance n'a pas de prix. Ouais, On connaît ce qu'on propose. C'est bon? One last question. Une dernière question. Si possible, on va passer la parole aux journalistes. Les journalistes, ok. Les journalistes, ok. Bonjour. Moi c'est Yatra Aljumat. J'étais tellement concentré que franchement, Yatra Aljumat, je suis le représentant de la marque. Je vous félicite pour vraiment la taille de votre exposé. Vraiment, c'est super bien, c'est convaincant. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que les gens qui n'ont aucune connaissance en informatique peuvent aller chez vous, qui n'ont aucune notion de base, peuvent aller directement là-bas, prendre le cours? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce possible de connaître, c'est-à-dire que la stratégie employée par les hackers, ce que vous avez dit, comment est-ce que les gens font pour pénétrer, pour avoir vos données, par exemple, si moi je veux, par exemple, vous-même, avoir vos données. Est-ce que ces techniques seront livrées aux apprenants ou on va juste passer dessus? Ou bien moi-même, par exemple, si je veux, je pourrais savoir tout ça, comment ça se passe, et le faire moi-même, par exemple. Je vais répondre à votre question en deux parties. On n'a pas besoin de connaissances en informatique pour venir chez nous. Tout ce qu'on veut, c'est niveau bac. Vous avez niveau bac ou supérieur, niveau bac, niveau université, on va vous former. C'est pour ça que Suleiman et moi, depuis le début, on a insisté sur le fait qu'on commence depuis la base, du matériel jusqu'au software, jusqu'au Windows 10. Tout est configuré de façon où la personne qui n'a aucune connaissance en informatique va pouvoir bénéficier de notre programme. Maintenant, les outils, je ne peux pas parler des outils. Je ne vais pas te donner les secrets là. Les gars, c'est que oui. Il va l'arriver. Il a l'inscription à Tobe Frima. Il va Je suis désolé, les journalistes viennent de souligner un problème de contrainte temporelle qu'ils ont. Le fait que le journal télévisé à 20h. Donc je vais me permettre de leur passer la parole pour la phase interview. Vous avez la parole. Yeah, we're done? D'autres questions? Il y a des gens qui ont des questions pour cette question. Ok, bonsoir madame et monsieur, je me nomme Omar Dambélé. J'ai des questions à poser à mon patriote malien.
pouvez vous faire entre vous les allez trois, clôturer. une union sacrée Ok, lui va rester. Non, va et nous amener ce projet ici au Mali. Quelle est la formation des qualités? Ouais. So, voilà ce qui s'est passé. Deuxième question. On va aller une question à la fin. Ok, d'accord. Parce que sinon, 2-3 questions là, c'est. Donc, Draman, M. Sibi, Oui. c'est un entrepreneur. Ok. Sa famille est déjà très impliquée dans l'entrepreneuriat. Ils ont une des plus grandes compagnies de transport entre le Mali et les États-Unis. Shipping, City Shipping. Moi, américain. Draka compagnie de Rana Frère compagnie de Benanay. Donc, coronavirus n'a pas mal. Draya wuli ko kan Américain là. Donc, ayant wuli, a été wuli, comme on va se supporter à des projets d'Américain. Donc, on est vraiment sur le long terme, opérationnel, tactique et stratégique. Je crois qu'on est là pour s'installer. Nous, on va faire la navette. Nous sommes des formateurs. La formation peut se faire, ça va débuter sur place. Et puis en ligne, sur Internet, on va continuer le projet. Et si un jour, peut-être dans un an et demi, 2 ans maximum, on va revenir s'installer complètement ici et couler le projet à long terme. On va clôturer la session. Les journalistes me pressent pour passer à la phase interview dans la cour. Bon, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre attention. Encore merci, Onchi. Merci, vous pouvez passer.